Bonjour à tous, on va parler dans cette nouvelle vidéo de ce qui s'est passé à Tourcoing, des faits graves. Une lycéenne a giflé une professeure parce que cette professeure lui demandait de retirer son voile parce qu'elle était dans la cour de l'établissement. On va parler d'abord des faits, de ce qui s'est passé, on va le résumer un petit peu, de la procédure, et puis on va prendre un peu de hauteur pour essayer de comprendre d'où vient cette violence. Est-ce que la laïcité est menacée à l'école ou est-ce qu'au contraire elle est instrumentalisée par une partie de la classe politique? Et comme d'habitude, on va essayer de proposer, d'envisager des solutions pour essayer de sortir par le haut de cette crise de l'éducation et de la laïcité. Alors je teste un nouveau format où vous pouvez voir sur les vidéos les articles qui s'affichent et puis les sources que j'utilise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si c'est une bonne chose pour vous. Et puis on commence par cet article qui résume les faits, avec donc une élève de 18 ans qui a giflé son enseignante. On apprend dans l'article que cette lycéenne s'apprêtait à sortir, et puis elle porte le voile à l'extérieur de l'établissement, parce que dans l'établissement, évidemment, c'est interdit. Et au moment de sortir, elle a enfilé le voile avec certaines copines à elle dans la cour, comme visiblement elle le faisait habituellement. Mais une professeure est allée à sa rencontre pour lui dire que non, elle n'a pas le droit de porter le voile dans la cour. Ça fait partie de l'enceinte scolaire et donc elle n'est pas censée le mettre dans la cour. Ce en quoi elle a raison. Au sens strict juridiquement, la cour fait toujours partie de l'enceinte scolaire. Et à ce moment-là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu des échanges, le ton est monté, et puis l'élève a giflé cette enseignante, et il y a eu des échanges de coups par la suite. Elle est ensuite sortie, l'enseignante a évidemment porté plainte, elle a été, l'élève ensuite interpellée, placée en garde à vue, et elle a été jugée en comparution immédiate. Première chose un petit peu étonnante, il y a son avocat qui disait que cette affaire aurait dû être jugée dans une procédure classique et pas de manière expresse en comparution immédiate. Je suis assez d'accord avec ça parce que normalement en comparution immédiate, on fait passer les prévenus qui ont des antécédents parce que notamment on veut taper fort. Là, visiblement, cette jeune élève n'avait pas de profil particulier, pas d'antécédents de violence, ni quoi que ce soit, ni même au sein du lycée. Après, c'est aussi en raison de l'importance médiatique qu'a pris l'affaire, qu'il y a eu le choix de cette orientation par le parquet. Ça fait aucun doute. On a voulu montrer que la justice réagit rapidement. Et cette jeune fille a demandé un délai, comme c'est de droit en comparution immédiate, pour préparer sa défense, parce que vu que c'est une procédure rapide, elle et son avocat n'ont pas forcément le temps d'étudier la question, n'ont pas forcément le temps de préparer leur défense. Donc il y a un délai de droit, c'est renvoyé à quelques semaines. L'audience va être tenue en décembre, ce qui est tout à fait classique. En attendant, elle est sous contrôle judiciaire, elle n'a plus le droit de fréquenter le lycée, alors que c'était son année de bac, donc c'est quand même un point assez très négatif pour elle. Et puis, il y a aussi une procédure disciplinaire qui est engagée par le lycée, très logiquement, parce que le pénal, c'est une chose, les violences, c'est une chose, on doit en répondre devant la justice, mais il y a aussi la sanction disciplinaire qui va intervenir avec peut-être une exclusion à la clé. Voilà le résumé un peu des faits. Il y a un autre article que je voulais vous montrer, qui est assez important parce qu'il donne des éléments de contexte. Alors, des éléments de contexte apportés par la sœur de cette élève, qui était à un rassemblement en soutien à cette élève, et elle apporte des éléments de contexte où elle dit que en fait, cette élève, elle mettait son voile comme d'autres dans le lycée, dans les toilettes avant de sortir du lycée pour pouvoir se regarder dans la glace, pour pouvoir ajuster son voile correctement. Et donc effectivement, elle traversait la cour du lycée vêtue de son voile. J'ai dit tout à l'heure que c'était interdit, mais manifestement, d'après la sœur et quelques camarades de cette élève, c'est une pratique qui était tolérée dans le lycée.
même si elle était strictement interdite au plan juridique. Mais ce jour-là, donc, cette professeure a voulu sanctionner l'élève qui a mis son voile dans la cour et a voulu la retenir pour prendre son identité. Et puis ce qu'on sent de la part de la sœur de l'autrice des violences, c'est une forme d'exaspération parce qu'elle dit que sa sœur est une élève tout à fait correcte, qu'elle n'est pas, c'est pas une fille à problème dans le lycée, qu'elle respecte par ailleurs la laïcité. Quand il a fallu retirer sa abaya, elle l'a fait, elle a mis des pantalons. Et puis elle dit qu'elle-même, quand elle était étudiante au lycée, ça se passait comme ça. Les jeunes filles se changeaient dans les toilettes avant de sortir du lycée et donc traverser la cour avec le voile et que c'était donc toléré. Donc ce qu'on comprend de tout ça, même s'il faut prendre ces déclarations comme les déclarations de la sœur de quelqu'un qui est impliqué, ce qu'on comprend de tout ça, et ça correspond avec pas mal de dossiers que moi j'ai eu à traiter, parce qu'il y a un contexte de tension dans l'éducation nationale vis-à-vis de la laïcité. Ce qu'on comprend de tout ça, c'est que il y a effectivement une forme d'exaspération de cet élève qui expliquerait, sans justifier, mais ce qui expliquerait son passage à l'acte, le fait qu'elle se mette à porter un coup à son professeur de manière évidemment tout à fait intolérable. Elle-même s'en est excusée ensuite à l'audience, elle a dit qu'elle regrettait son geste. Voilà, pour le reste de l'article, elle met en cause un peu l'enseignante. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai pas envie d'alimenter la polémique. La polémique est déjà suffisamment alimentée dans l'espace médiatique. L'idée, c'est pas de dresser un camp contre un autre, celui des enseignants contre celui des élèves. On sait que c'est difficile à gérer pour les enseignants, cette question de la laïcité dans l'éducation nationale. C'est aussi difficilement vécu par les élèves musulmanes qui portent un hijab, un foulard islamique. Je vous encourage à pas tomber dans ce piège-là de la polémique enseignant contre élèves. Par contre, on va essayer de prendre un peu de hauteur et de se poser la question de comment est-ce qu'on en est arrivé là, d'où vient cette violence, pourquoi est-ce que une élève qui est apparemment sans problème particulier en vient à lever la main sur son professeur. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à une telle violence, à une telle incompréhension entre les élèves de religion musulmane, entre les familles musulmanes et l'école et l'éducation nationale. C'est quelque chose qui ne vient pas de nulle part. Au cœur de la dispute entre l'élève et son professeur, il y avait cette question du voile islamique, du hijab, et donc de la laïcité. Et la question telle qu'elle est traitée dans les médias, c'est que, grosso modo, la laïcité, depuis quelque temps, elle est menacée par des élèves qui seraient revendicatifs, qui n'accepteraient pas les lois de la République, et qui donc en viendraient à la violence comme ici. Alors moi, je voudrais prendre un peu le contre-pied de cette vision, parce que ce que je constate, autant dans ma pratique professionnelle que dans le débat public, on a une vraie instrumentalisation de la laïcité par une certaine partie de la classe politique et médiatique. On est aujourd'hui en 2024, on fête les 20 ans de la loi de 2004, qui est un marqueur et une rupture dans la laïcité à l'école. Une rupture plutôt négative, si vous suivez mon propos, parce que on est passé d'une laïcité libérale, la laïcité de 1905, qui place en son cœur la liberté de culte, l'égalité entre les citoyens de toutes les religions, et la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire la non-subvention des cultes par la puissance publique. On est passé de cette loi-là de 1905 à la loi de 2004, qui interdit le port de signes religieux ostensibles dans l'enceinte scolaire. Alors que pendant tout le XXe siècle, cette question n'avait pas été posée, ou en tout cas n'avait pas suscité de polémique. Elle suscite une polémique, cette question, à partir de 1989, l'affaire de Creil, où on voit la première affaire médiatique de jeunes filles qui portent le foulard. On a une mobilisation de certains enseignants pour dénoncer ce port du foulard. Toute la classe politique est amenée à se prononcer sur la question de est-ce qu'il faut interdire le foulard. Donc on pose tout de suite la question du point de vue de l'interdiction, jusqu'à ce que le ministre
de l'époque saisissent le Conseil d'État. Conseil d'État qui se prononce et qui interprète donc la loi de 1905 et qui dit que non, on n'a pas à interdire les signes religieux à l'école. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de prosélytisme à l'école qui accompagne le port de ces signes religieux. Et là, le Conseil d'État, dans son avis, donc en 1989, est tout à fait dans la lignée de ce qu'a été la laïcité de 1905, une loi libérale, puisque, effectivement, la loi de 1905, je vous ai mis un extrait, dans son article 31, elle punit à la fois le fait d'empêcher quelqu'un d'exercer son culte, mais aussi le fait d'imposer son culte à quelqu'un, de l'obliger à exercer un culte ou de le... Donc on est dans une loi qui garantit l'exercice du culte et le fait de ne pas exercer de culte de la même manière. Il y a aussi une autre anecdote qui est souvent citée sur la loi de 1905, c'est le fait qu'à l'époque, au moment du débat parlementaire sur cette loi, s'était posé la question, puisqu'il y avait eu un amendement d'un parlementaire qui défendait une laïcité très dure, qui voulait interdire les soutanes auprès des ministres catholiques du culte. Parce qu'il considérait que le fait de porter une soutane, c'était s'extraire de la communauté des citoyens, c'était presque, on dirait aujourd'hui, faire preuve de communautarisme, et que donc il fallait interdire la soutane pour ne pas faire de différence entre les citoyens. Mais alors lui, il voulait interdire dans tous les espaces publics, et Aristide Briand lui avait répondu que non, c'était une erreur de faire ça. Les vêtements perdaient leur signification religieuse auprès de l'État. Une soutane valait une robe, valait un costume, et qu'on n'avait pas à se mêler du vêtement des citoyens. Le Conseil d'État donc rend cet avis qui ne soutient pas l'interdiction du foulard à l'école. S'ensuit presque une quinzaine d'années de polémiques où à chaque fois on ressort la question de l'interdiction du foulard, même si la question avait plus ou moins été tranchée par le Conseil d'État, jusqu'en 2004. Alors en 2004, il faut se remettre dans le contexte, on est 3 ans après les attentats du 11 septembre, 2 ans après l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour, et donc on est dans une situation où la France se raidit sur son identité, pointe du doigt la communauté musulmane, qui est plus ou moins accusée d'être complice de l'islamisme, des terroristes, etc. Et donc en 2004 se repose la question de l'interdiction. Il y a une commission Stasi qui va statuer, qui va réunir des parlementaires de divers bords, mais qui va avoir un biais clairement en faveur de l'interdiction, et puis qui va aboutir à une loi qui interdit le port de signes religieux ostentatoires, qu'ils soient musulmans ou non, dans les établissements primaires et secondaires publics, donc pas à l'université. Cette loi qui avait été présentée comme une loi d'apaisement pour mettre fin aux querelles un peu religieuses qui se posent à l'école, elle va en fait, elle va pas mettre fin au problème, puisque après 2004, on va avoir toute une série de contentieux et de lois qui vont être créées. On va avoir des polémiques récurrentes sur la question de l'islam à l'école, puisque après 2004, en fait, on se dit que peut-être que du coup, il faut interdire aux mamans qui portent un foulard les sorties scolaires. Et puis ensuite, il y a la loi de 2010 sur le port du voile intégral dans l'espace public. Et puis il y a la question des abayas en 2023 qui se pose, et donc on a tout un tas de polémiques sur la laïcité, mais en fait sur l'islam à l'école, qui vont suivre cette loi de 2004. Donc déjà, loin d'être une loi d'apaisement, elle va ouvrir la voie à tout un tas de polémiques sur la place de l'islam à l'école. Et à chaque fois, à chacune de ces polémiques, il y a toujours des politiciens qui utilisent ça pour se créer de la notoriété, avec la complicité bien entendu des médias, puisque une grosse partie des médias considèrent que parler de l'islam, créer une polémique sur l'islam, ça va faire débat, ça va faire du buzz, et ça va permettre de faire plus d'audience. Un exemple de cette instrumentalisation, on en a un récent, avec Monsieur Gabriel Attal. Monsieur Gabriel Attal, donc je vous ai mis, j'ai vérifié dans sa petite fiche Wikipédia, il a été 5 mois
et 20 jours ministre de l'Éducation nationale. Regardez, il est nommé le 20 juillet 2023 et il part le 9 janvier 2024 pour être Premier ministre. En 5 mois, il a eu le temps de mener une énorme campagne sur la question de l'abaya à l'école. Dès le septembre 2023, il va faire une interview sur TF1 pour dire que lui, il allait interdire la abaya, que ça allait être une des mesures phares pour la rentrée scolaire. Et donc du coup, il s'est construit toute une image médiatique d'homme dur, ferme sur la question de la laïcité. Et visiblement, ça a payé, puisque 5 mois plus tard, alors que rien ne le laissait présager, il allait devenir Premier ministre, et même un des plus jeunes premiers ministres de la Ve République. Et cet essor politique, il le doit principalement à cette polémique qu'il a menée sur la question de l'abaya. Sauf que après la polémique, il y a le temps de l'application sur le terrain, et là, ce sont les enseignants qui doivent appliquer ce type de décision. Et on s'est retrouvé avec des dizaines et des dizaines de cas particulièrement absurdes où les enseignants et les directions d'établissement vont aller vérifier les robes des jeunes filles, savoir si telle ou telle robe peut être considérée comme islamique ou pas. Est-ce qu'il s'agit d'un kimono? Est-ce qu'il s'agit d'un jilbab? Et on s'est retrouvé dans des polémiques tout à fait ridicules sur le terrain, avec des situations parfois de harcèlement, avec des directions d'établissement un peu zélées, poussées par l'Éducation nationale, poussées par le ministère, qui insistait pour faire appliquer avec fermeté cette circulaire sur la abaya, mais aussi la loi de 2004. Et donc, on se retrouve avec des professeurs et des directeurs un peu en examinateurs de conscience qui vont aller interroger les jeunes filles. Mais pourquoi est-ce que vous mettez telle robe ou telle robe? Pourquoi est-ce qu'elle est de telle ou telle couleur? Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas une jupe? Pour voir si elle accorde une valeur religieuse aux vêtements. Et donc on est dans des situations qui créent un contexte extrêmement difficile, à la fois pour ces jeunes filles, mais aussi pour le corps enseignant qui est mal à l'aise parce que c'est pas son rôle, c'est pas sa mission à la base de faire la police de la laïcité à l'école. Et donc on voit que toutes ces polémiques, notamment la dernière sur la abaya, a laissé des traces. Et je pense que c'est cela qui contribue à créer un climat assez délétère, une méfiance réciproque. À la fois, l'Éducation nationale et ses enseignants ont une méfiance vis-à-vis des familles musulmanes et de leurs enfants un peu trop revendicatifs. Et les familles musulmanes ont une méfiance vis-à-vis de l'école, qui est un lieu où leurs enfants subissent des discriminations. Donc c'est dans ce contexte-là que cet incident intervient. Alors le plus grave, c'est que cette instrumentalisation de la laïcité, elle intervient dans un contexte où l'Éducation nationale connaît une crise, peut-être la plus grave de son histoire, puisqu'il y a un manque énorme, structurel de moyens dans l'Éducation nationale, il y a un manque de postes, il y a un manque de postes d'enseignants, de professeurs, de personnel, de direction, etc., etc. Et on a une illustration avec cet article. En 2024, on a eu 3000 postes qui étaient non pourvus à la rentrée. Et on a donc des milliers de classes qui se sont retrouvées sans enseignants, des milliers d'élèves qui se sont retrouvés sans enseignants, parce qu'il y a une crise de l'école et une crise aussi de la vocation d'enseignants, puisque les enseignants sont parmi les moins bien payés de l'OCDE et les moins bien traités. Ils le revendiquent régulièrement. Et c'est dans ce contexte-là donc qu'interviennent ces polémiques sur la laïcité, des incidents comme on l'a vu à Tourcoing, mais aussi il y en a eu récemment dans la région lyonnaise avec un lycée qui a été, son personnel qui a été attaqué au mortier dans des violences qui n'avaient rien à voir avec la laïcité cette fois-ci. Et on voit ici un communiqué de syndicat Sud Éducation 69 qui explique bien le lien entre le manque de personnel. Par exemple, dans ce lycée attaqué au mortier, il y a un demi-poste de CPE qui manque. Donc la CPE, c'est la CPE, c'est le personnel qui est censé gérer justement la relation avec les élèves, y compris les questions de discipline. Et donc, on voit que ce contexte de crise des moyens de l'éducation nationale, il crée des tensions. C'est ce qui est expliqué ici par le syndicat. Dans le même temps, on a un scandale qui est
pointé du doigt ici par la Cour des comptes, mais il y a aussi eu un rapport parlementaire récemment sur la question du financement de l'éducation privée, principalement catholique. L'enseignement privé est à plus de 90% de mémoire catholique dans le pays, où la Cour des comptes a pointé du doigt dans un rapport de 2023 le fait que l'État finance à plus de 75% l'enseignement scolaire privé, mais que en contrepartie, il y a très peu de contrôle, pour ne pas dire zéro, qui est exercé sur la manière dont sont gérés les établissements privés. Et puis, il y a un problème de ségrégation sociale, puisque les établissements privés attirent un public issu de la bourgeoisie et des classes moyennes supérieures, qui se regroupent entre eux pour éviter les établissements publics, et qui bénéficient donc de ces subventions massives de l'État, donc des subventions dont ne bénéficient pas, par définition, les établissements publics, qui sont censés, eux, accueillir tout le monde, dont les enfants des classes populaires. Donc là, on est face à un vrai scandale d'État, et puis il y a peut-être une vraie question de violation de la laïcité, qui remet en cause même la promesse de l'école républicaine. Est-ce que les polémiques récurrentes sur le voile ou l'islam à l'école n'ont pas vocation, quelque part, à masquer cette réalité-là? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'espère que, en tout cas, à la fois l'enseignante et cet élève retrouveront un chemin de vie normal. Dans ce genre de polémique, il ne faut pas choisir un camp ou un autre. Il faut essayer de réfléchir sur comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment s'en sortir. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous trouverez les sources que j'ai utilisées en description. Si cette vidéo vous a plu, sachez que j'en publie au moins une par semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à me suggérer un thème en commentaire.